Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle table ronde. Comme on est déjà un peu en retard et que j'ai beaucoup d'intervenants, on va se lancer directement dans la table ronde, si vous voulez bien vous asseoir pour les derniers. Bienvenue à cette table ronde où nous allons nous intéresser à l'utilisation de l'emballage pour prolonger la vie de nos objets et en particulier des objets en fin de vie. Je vais être pas trop protocolaire et passer directement la main aux intervenants et qui se présenteront au fur et à mesure dans la table ronde. On est parti. Donc c'est un immense plaisir et c'est vraiment un honneur pour moi de demander à mon voisin Benoît Vera de présenter le Recommerce, l'entreprise qu'il a cofondée, et ce faisant de se présenter au passage, si tu veux bien. Oui, bonjour à tous et toutes. Donc, je suis Benoît Varin, cofondateur de Recommerce. Recommerce, c'est une société qui a pour but d'aider les commerçants à devenir des recommerçants. C'était la vision qu'on avait en 2009. On considère que chaque commerçant a une responsabilité de racheter son ancien produit qu'il a mis sur le marché, de le reconditionner, de le revendre. Revendre un produit reconditionné garanti 2 ans. Donc on le fait pour le smartphone, la tablette, ordinateur. On est à plus de 6 millions de smartphones, tablettes, ordinateurs reconditionnés. On représente donc 220 salariés présents dans 24 pays. On a franchi les 185 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc c'est une société qu'on a cofondée, qui est 100% capital français. Le siège social est à Gentilly. Et on a 8 ateliers qui vont retraiter, reconditionner des produits, dont justement des smartphones. Donc on va pouvoir parler après des emballages. On est aussi certifié ISO 14001, 9001, 27001 et labellisé, pour ceux qui ont suivi la conférence tout à l'heure, labellisé REC par DECRA pour faire reconnaître la qualité de nos smartphones et de nos ordinateurs reconditionnés. Et en particulier ton rôle à toi dans cette... Donc moi je suis secrétaire général et donc cofondateur. Je m'occupe de tout ce qui est RSE, affaires publiques et puis la partie certification. Donc je vais m'occuper des audits internes, audits externes et donc de la qualité des produits. Et donc je suis aussi élu président de la Fédération du réemploi et de la réparation. C'est mon deuxième mandat pour animer l'écosystème. On est 400 membres de cette fédération qui s'appelle Aircube. Vous pouvez nous retrouver au C7. Ok, on en parlera un petit peu plus tard. Merci. Est-ce que tu peux nous parler des différents flux? On l'a bien compris dans l'activité de Recommerce, ce qui est important, c'est le retour des consommateurs vers vous. Est-ce que tu peux nous parler des emballages et en particulier de l'éco-conception de ces emballages qui sous-tendent tous ce modèle? Donc on est adhérent l'éco, on est adhérent écologique et adhérent le Screlec, ex-Screlec, en tant que metteur en marché. On va à la fois cotiser et contribuer sur les produits, surtout qu'on met en première vie. Donc on a les emballages neufs qu'on met sur le marché avec nos smartphones dedans. Ça c'est, on va dire, la fin du processus. La fin du processus, vous allez recevoir un produit comme ça chez vous, livré en 48 heures à peu près, entre 24 et 48 heures, avec un smartphone reconditionné. Ces produits-là reviennent en fait d'un atelier qui est à Lieusaint, en banlieue parisienne, qui vous est expédié très rapidement. C'est des cartons qui peuvent être réutilisables pour nous renvoyer votre ancien smartphone. Quand vous achetez un smartphone reconditionné garanti, vous pouvez utiliser la deuxième languette pour nous renvoyer votre ancien produit. Donc si vous nous le renvoyez, vous pouvez bénéficier de réductions et d'un bon d'achat à valoir selon l'Argus, selon la valeur du produit. Ça, on va dire que c'est la bout de chaîne. Le début de la chaîne, c'est quoi? C'est principalement, vous allez dans une boutique boulanger, une boutique télécom. Vous voulez acheter un nouveau forfait, acheter un accessoire, un nouveau smartphone, et vous allez revendre votre ancien. Le commerçant va vous proposer de vous reprendre votre ancien produit à l'Argus que nous on propose. C'est notre Argus, c'est notre prix, c'est notre argent. Et le produit nous appartient. Donc on va aller récupérer le produit là pour le coup avec des cartons via Chronopost qui vont être rapatriés, mutualisés. Et ensuite ces cartons vont être centralisés en même temps sur le même centre logistique que gère le SAV souvent des boutiques. Et ensuite, ces cartons-là, sur palette, vont être transportés sur un de nos ateliers pour être diagnostiqués, testés et reconditionnés. Donc, on va avoir des emballages aussi individuels, puisque vous pouvez être particulier, commander en ligne, dire voilà, je veux revendre mon produit, on vous envoie une pochette avec une enveloppe bulle dedans, et vous mettez votre smartphone dedans, et vous nous le renvoyez, et on vous reverse les 50, 100, 500 euros de valeur de votre produit quand on reçoit le produit. Et ensuite, le produit va être diagnostiqué, testé, réparé si nécessaire et réexpédié comme ceci. Alors ça c'est le dernier emballage, on a eu une petite évolution. On était passé de cet emballage-là à celui-là qui est éco-conçu
Et puis ça, c'est ce que vous pouvez trouver en boutique, boutique Orange, boutique Télécom, boulanger et autres. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'éco-conception des emballages? Qu'est-ce qui vous a poussé à changer ces emballages? Alors dans les plans de prévention et les plans d'éco-conception avec que l'on mène avec les éco-organismes dont l'éco, on a travaillé justement à la fois à l'acte, c'est-à-dire qu'on a besoin que ça soit faisable rapidement par un préparateur. Alors j'ai qu'une main, alors c'est compliqué, mais en quelques secondes ça se monte. Voilà, donc en quelques secondes c'est monté pour pouvoir expédier rapidement le produit, puisque c'est un produit qui a un délai de péremption rapide. On va perdre 1% de sa valeur toutes les semaines, donc on doit le vendre rapidement et l'expédier rapidement. On est capable de monter à 2000 colis jour, donc ça doit être fait assez rapidement. On est passé sur un monoproduit, donc carton recyclé, recyclable, et sans encre. Sans encre, c'est une seule encre noire éco-conçue. Donc, et ça nous permet aussi de racheter les produits avec. Très bien, on voit et c'est vraiment notable la mécanique et la logistique, la perfection dans la gestion du flux logistique. Est-ce que je peux te proposer de remettre ta casquette de président de Aircube maintenant et nous parler de ce que fait Aircube? Alors nous, depuis 2009 qu'on existe, on a toujours voulu aider les commerçants à devenir des recommerçants et à connecter l'écosystème. On a avant tout un logiciel qui permet de se connecter avec les boutiques, de se connecter avec des logisticiens, se connecter avec des réparateurs, se connecter avec des revendeurs. En fait, on ne fait pas grand-chose à part du logiciel, à part des flux financiers, à part du pilotage de business model pour gagner de l'argent, pour espérer qu'à la fin de l'année, à la fin de la vente, on gagne de l'argent sur un produit qu'on a vendu après beaucoup de coûts d'emballage, des coûts de transport, des coûts de réparation. Donc on a voulu participer à construire cette fédération Aircube en 2012 pour pouvoir faire reconnaître le métier de reconditionneur et de réemployeur qui n'existait pas encore, qui commence à être un peu plus reconnu. Donc la fédération a pour but de rassembler les acteurs du réemploi via des commissions. On a une commission batterie qui est très dynamique sur comment réemployer les batteries. On a un livre blanc, je vous conseille de lire, téléchargeable, et on organise des événements le 27 novembre, les assises du réemploi à Nantes. Donc avec la fédération, on cherche vraiment à mutualiser, créer des synergies et à faire plus de réemploi ensemble de bonne qualité, dont le label REC, reconditionnement de qualité, vous pouvez trouver sur nos emballages. Et donc du coup, ça c'est un projet fédéral où on a décidé, comme le label agriculture biologique. Le label agriculture biologique, c'était un rassemblement d'agriculteurs qui voulaient faire reconnaître la qualité de leurs produits. Donc on a fait la même chose sur l'électronique reconditionnée grâce à cette association qui est ouverte à tout acteur qui veut prolonger la durée de vie des produits. On est 400 membres, 12 élus, administrateurs. Et revenez nous rejoindre dans des groupes de travail. On a une dizaine de groupes de travail, des commissions sur Nantes, sur Lille, sur Paris et beaucoup en visio. Et on aime bien faire des learning expeditions. Donc n'hésitez pas à venir visiter des sites industriels. Bravo, merci beaucoup et félicitations pour tous ces succès. C'est vraiment très inspirant pour notre écosystème. Je vais passer la main à Lou maintenant. Bonjour Lou, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter et présenter Ripac, s'il te plaît? Bien sûr. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Ripac, c'est une société finlandaise qui existe depuis 2011. Donc c'est les pionniers de l'emballage réutilisable pour le e-commerce. Donc le principe, il est assez simple, c'est juste de dire, en fait, on va remplacer l'emballage que vous avez actuellement en e-commerce quand vous achetez des vêtements ou quoi que ce soit. Au lieu d'avoir un emballage que vous allez mettre à la poubelle classique ou à la poubelle jaune, en fait, c'est un emballage que vous pouvez remettre dans une boîte postale. Le retour est prépayé. N'importe où dans la rue, vous glissez dans n'importe quelle boîte postale jaune. Et cet emballage va retourner en entrepôt, être nettoyé, reconditionné et remis en circulation pour les entreprises. Donc on fait vraiment une boucle circulaire 100% zéro déchet. Et c'est la mission principale de Ripac, c'est de dire en fait on ne veut plus de déchets dans l'e-commerce. C'est basé sur le système finlandais de retour de bouteilles que vous connaissez peut-être, qui est en Scandinavie, qui est en Allemagne, qui existait en France et qui va peut-être revenir, on ne sait pas, on verra. De dire en fait on ne recycle pas, on ne jette pas, on retourne notre bouteille en épicerie, en supermarché, et à chaque fois qu'on retourne, on gagne 20 centimes, 30 centimes qu'on peut réutiliser sur nos prochaines courses. Ils se sont juste dit, on va faire le même process dans le e-commerce pour résoudre le principe des déchets. Donc ça, c'est Ripac. Moi, au sein de Ripac, je suis commercial. Commercial, ça veut tout dire. Il y a plein de choses à faire dans l'économie circulaire. Donc, je prospecte beaucoup, je contacte des entreprises, on les visite en entrepôt, on contacte des partenaires logistiques, des partenaires des hubs qui veulent bien collecter nos emballages
pour les nettoyer et les stocker et les remettre en circulation. Donc voilà, plein de choses différentes. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble le colis Repack et quelles sont ses qualités? Quelles sont en particulier ses qualités? Bien sûr. Alors, j'ai pas pris l'emballage avec moi, pardon, mais on est sur le stand de l'Eco qui nous a invités. Donc, si vous voulez passer nous voir juste après avec grand plaisir. Mais il y a de la similarité avec ce que Benoît présentait. C'est un emballage en fait qui ressemble à une enveloppe qui va venir se sceller et qui est retournable très, très simplement. Nous, ce qu'on a pu voir, enfin, pas moi directement, mais l'équipe de Repack, ce qui a pu voir au cours des 10 dernières années, c'est qu'en fait, il y a deux enjeux dans l'économie circulaire et dans l'emballage. Le premier, j'ai envie de dire, c'est un enjeu industriel. Donc tout ce qui va se passer dans les entrepôts, c'est-à-dire en fait, sur ma ligne logistique, c'est bien ce que vous faites, mais il faut que ce soit rapide, il faut que le scellé soit sécurisé, il ne faut pas que le packaging craque. Enfin, tous ces enjeux que vous connaissez peut-être, il y a des responsables logistiques, opérations dans la salle, vous devez savoir de quoi je parle. Il y a toute cette partie-là, on a travaillé la taille du packaging, la matière, le scellé pour que ce qu'on appelle le time to pack, quand vous allez fermer votre produit, soit plus rapide et que du coup on fasse des économies d'échelle. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est plus sur le consommateur final. Dès le début, ça a été conçu pour que l'UX, donc comment le consommateur va se sentir face à Repack, soit assez simple. En fait, le design, quand vous allez reflipper notre enveloppe, la refermer, c'est assez intuitif, ça se replie en 3 parties, et ensuite ça se glisse dans une boîte postale. Ce qu'on voulait éviter, c'est que le consommateur reçoive l'emballage réutilisable et qu'il se dise qu'est-ce que je dois faire, je comprends pas, ça me prend la tête et je jette par réflexe. Non, il faut que ce soit intuitif déjà dans la forme de l'emballage, plus nous on rajoute un peu des consignes d'utilisation de retour, des QR codes pour le côté un peu plus sympa et engageant, et là maintenant on développe aussi un peu une appli pour dire ok, scannez ce QR code, vous avez quelque chose à gagner, qu'est-ce qui va se passer derrière, il faut que ce soit un peu amusant. C'est ce qui se passe au début, ce qu'on voit avec les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est qu'en fait le consommateur final, il y a un petit wow effect, oh c'est sympa, c'est nouveau, c'est écologique, je contribue à quelque chose, ça me fait plaisir de participer, donc il le fait. Et après sur la longueur, il faut arriver à maintenir cette habitude, que ça rentre dans la nouvelle psychologie du consommateur et de tout le monde, et dire je le retourne et c'est facile d'utilisation, ça me fait plaisir, donc je le retourne. Merci beaucoup. Du coup là, c'est vraiment l'aspect B2C. Mais il est frappant de voir à quel point l'aspect C2C s'est beaucoup développé. Donc, dans quelle mesure est-ce que c'est un marché pour Repack, le C2C? Le C2C, c'est énorme. Enfin, tout à l'heure, il y avait une conférence sur le don avec la belle Emmaüs qui parlait de Vinted et toutes les plateformes similaires. C'est un marché qui existe pour tout le monde. Nous, notre objectif, c'est juste dire, en fait, on veut plus de carton. Donc, on souhaiterait intervenir sur ce marché en disant, en fait, on met des Repack disponibles un peu, je sais pas, à droite à gauche, dans des épiceries, dans des magasins, ou même si le consommateur final, en fait, il a acheté chez telle marque et il a reçu un Repack chez lui parce qu'il a acheté un nouveau vêtement ou que sais-je, et dire, en fait, cet emballage, au lieu que je le retourne directement ou que j'en fasse autre chose, dire, en fait, je peux imprimer un bordereau de retour avec un partenaire logistique et dire, il faut que j'envoie ça parce que j'ai fait une vente sur Vinted ou autre chose, ou que j'envoie ça à ma mère parce que j'ai oublié de lui envoyer ça. Et en fait, ça lui fait son emballage qui est déjà à disposition. Et une fois que l'autre personne aura reçu son emballage, elle en fait ce qu'elle veut elle aussi. Soit elle le renvoie à quelqu'un d'autre, soit elle le retourne de manière classique. En fait, c'est de montrer qu'aujourd'hui, dans la logistique, soit B2C, C2C, il y a plein d'emballages qui circulent. Donc, autant avoir un emballage qui est super résistant, qui est conçu pour qu'il fasse plein de navettes et qu'en termes écologiques, il y ait beaucoup plus d'impact positif. Super, merci beaucoup. Et du coup, si on va plus loin, et peut-être pour recentrer sur le thème de cette table ronde, si on s'intéresse au C2B, c'est-à-dire comment les consommateurs renvoient à des industriels leurs objets, est-ce que c'est un marché aussi sur lequel Repack a une vision? Je ne sais pas où vous en êtes. Oui, bien sûr, on explore aussi. Alors, celui-là, il est un peu plus neuf. Nous, notre cœur de métier, c'est le e-commerce. Mais on a un exemple avec l'entreprise qui s'appelle Swappy. Swappy, c'est une entreprise suédoise, de reconditionnement de téléphone, un peu à l'instar de Back Market, YesYes, etc. L'idée, c'est juste de retourner un téléphone qui doit être revendu. Et en fait, Swappy nous a contacté pour dire on a besoin que le consommateur final nous renvoie son ancien téléphone pour qu'il en ait un autre reconditionné. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce niveau-là? Parce qu'en fait, le consommateur final n'a pas toujours un emballage chez lui. Donc, c'est un peu un problème de dire comment je trouve un emballage, comment je fais, etc. Et nous, on s'est dit, en fait, on peut collaborer. Donc, le consommateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur Swappy. Il dit, j'ai besoin de retourner mon téléphone. Ok, on t'envoie un emballage Repack qui est conçu, donc c'est un autre design encore, mais avec un emballage design pour iPhone. En fait, le consommateur final va mettre son iPhone dans Repack, refermer, tirer la languette qui est similaire avec la solution de
de e-commerce, refermer et le retourner à Swapi. Et du coup, ça, nous, ce qu'on a vu aussi dans notre expérience, c'est que ça augmente le taux de retour de la part du consommateur final. Ce qui est le cœur du business pour les entreprises de reconditionnement, c'est dire augmenter le taux de retour. Donc ça, on a vu qu'en termes de facilité, à nouveau la facilité, ça permet plus de retours en C2B. Donc à voir à l'avenir, peut-être que ce sera le marché principal, mais on verra. Merci beaucoup, c'est très intéressant et effectivement beaucoup de perspectives et de possibilités. Je me tourne maintenant vers Patrick. Bonjour Patrick, tu es l'hôte, vous êtes l'écho et l'hôte de cette table ronde. Merci beaucoup, vous avez voulu orienter vers les emballages réemployables du e-commerce. Ça marche le micro? Il y a un micro... C'est bon. C'est moi? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, ça fonctionne. Pardon. Celui-là fonctionne. Patrick, merci. Est-ce que tu veux bien nous redire le rôle de l'écho pour commencer? Alors, l'éco est un éco-organisme. Bien souvent, les éco-organismes, on ne sait pas trop ce que ça fait. Mais on est l'intermédiaire, on est celui qui met en relation l'amont avec l'aval, qui met en relation le producteur avec l'aval, le recyclage. On a l'habitude de cataloguer les éco-organismes dans le recyclage, mais avant le recyclage, il y a de nombreuses étapes. Et le rôle principal de l'éco-organisme qu'on oublie, c'est de réduire en amont pour ne pas créer le déchet. Il se trouve que la loi AGEC a créé le cadre, et on va y revenir, et nous a donné mission de favoriser à la fois la réduction et de favoriser le réemploi. Il se trouve que l'emballage, c'est au cœur de tous les secteurs d'activité. On l'a vu, c'est sur l'électronique, on le verra après avec le textile, mais on emballe tout. Et donc nous, notre rôle, c'est de sortir des sentiers battus et de travailler à faire en sorte que tout l'écosystème se parle et qu'on invente des nouveaux systèmes. On a vu que tout n'est pas abouti, on est au tout début du réemploi. En particulier, il y a historiquement des secteurs qui faisaient beaucoup de réemploi. Le e-commerce, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Mais il y a des solutions qui existent et donc c'est important que chaque producteur s'empare du sujet et cherche les meilleures solutions. Donc voilà quel est notre rôle en tant qu'organisme. L'éco existe depuis 5 ans sur le marché français, plus de 20 ans sur le marché européen. Le groupe auquel on appartient gère 7 éco-organismes emballage à travers l'Europe et même au Canada, et on explore les États-Unis qui s'intéressent beaucoup à ce que fait l'Europe en particulier en termes de réemploi. Donc voilà, il ne s'agit pas de copier les modèles étrangers, mais potentiellement de s'en inspirer. Ripac est une entreprise finlandaise, par exemple. Eh bien, il se passe des choses aussi en dehors de la France. Et l'idée, c'est de s'approprier les bonnes pratiques et de développer de nouveaux modèles. Donc le e-commerce particulièrement est un sujet d'intérêt pour l'éco. Vous avez pas mal d'adhérents, vous avez beaucoup d'adhérents dans ce secteur-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors en effet, le e-commerce, c'est assez récent, même si ça a quelques années. Aujourd'hui, il y a 1,5 milliard de colis, grosso modo, qui circulent en France. En 10 ans, il y a eu 50% de plus. Alors ici, ce forum, c'est pas de dire est-ce que le développement du e-commerce, c'est bien, c'est pas bien. Il se trouve que ça existe. Et donc, nous, notre rôle à tous, c'est de faire en sorte de limiter l'impact du e-commerce sur l'environnement en développant des solutions innovantes, dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que c'est très bien de recevoir des produits et dans des cartons qui vont être beaucoup plus recyclables, éliminer les emballages inutiles, ça c'est très bien, mais la question est posée, c'est pourquoi on va renvoyer une enveloppe vide et on ne va pas la renvoyer pleine avec des produits qui pourront être à la fois réemployés eux-mêmes, il y a une vraie synergie entre secteurs d'activité, qui pourront être recyclés, qui pourront, si ce sont des produits qui sont loués, il peut y avoir carrément une boucle circulaire. Et puis ça peut être également utilisé pour la réparation. Il ne faut plus que le réemploi soit l'affaire des écolos convaincus. Il faut que ça devienne une réalité et une habitude pour tous dans toutes nos activités. Merci Patrick. Ça fait 3 ans que la loi AGEC impose 5% d'emballage réemployable. C'est un objectif qui reste difficile à atteindre. On va bientôt passer à 10% en 2027. Comment on va faire, Patrick?
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espoirs qui ont été mis sur la loi AGEC. Ça a créé le cadre. Et donc, on voit bien ici que le salon se développe. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui sont convaincus que le réemploi est une voie à tenir. Simplement, les 10% en 2027, on espère tous les avoir. L'Observatoire du réemploi qui a été créé suit les évolutions. On est malheureusement, si on enlève les sacs de caisse, qui sont des emballages en effet, mais qui ne sont pas les emballages des produits initiaux, on est à moins d'un demi% de réemploi. Donc il faut réellement faire appliquer la loi et Lohengrin nous en parlera sans doute. Il faut qu'il y ait une volonté, non seulement il y a eu une volonté du législateur, il y a une volonté des éco-organismes et de l'écosystème qui est ici de le développer, mais il faut aller sans doute un peu plus loin et en particulier faire appliquer la loi. Et nous, on a fait un certain nombre de propositions. Les fameux 10%, c'est très bien, mais ça doit être une moyenne. En fait, il y a des secteurs d'activité où on peut aller beaucoup plus loin. On connaît le secteur des boissons. Historiquement, c'était réutilisé. On peut aller vraiment beaucoup plus loin. Alors que dans le secteur de l'électronique, 10% c'est très ambitieux et on n'y arrivera pas. Donc nous, notre recommandation, c'est que dans le prochain cahier des charges des éco-organismes, il y ait des objectifs différenciés par secteur d'activité. Un objectif pour être atteint, il faut qu'il soit smart, il faut qu'il soit atteignable. Ça, c'est le premier point. Et puis, malheureusement, il y a l'incitation, mais si ceux qui doivent mettre en place les solutions ne les mettent pas en place, il y a un moment, il faut qu'il y ait un système... soft, mais un système de sanctions pour dire il faut respecter la loi. Et donc, nous, on plaide pour qu'il y ait des contrôles plus systématiques et un système de sanctions qui soit mis en place et que ce soit... Alors, les éco-organismes sont partie prenante, mais nous, on est là pour créer le cadre. Il faut qu'il y ait une prise de conscience et que le producteur se dise que s'il ne s'intéresse pas à toutes les solutions qui sont ici sur le salon et qui ne met pas réellement en place des solutions, il sera sanctionné pour que réellement tout ça décolle. Merci Patrick. On va passer la main à Lohengrin. Bonjour. Bonjour Lohengrin. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît et expliquer ce que tu fais ? Alors bonjour à tous, je suis Lohengrin Schulz, je suis la directrice programme économie circulaire au sein du secrétariat général à la planification écologique. Donc c'est un peu long, il faut juste savoir que c'est rattaché au Premier ministre et qu'en fait nous on travaille vraiment sur le temps long, c'est-à-dire qu'en fait notre mission c'est vraiment de se dire comment on fait pour avoir une transformation écologique de notre économie en prenant en compte les enjeux de biodiversité, d'adaptation au changement climatique, de santé environnement et aussi de sobriété matière. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un temps long, de travailler sur le temps long, de se dire qu'une politique de l'environnement, ça ne se fait pas à court terme, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut prévoir à long terme. Et cela suppose aussi des actions assez systémiques, que ce soit industrielles, économiques, territoriales et aussi comportementales. On va en parler, effectivement. Parlons de réemploi en particulier. Quelles sont tes attentes en termes de planification vis-à-vis du réemploi ? Oui, alors le réemploi, c'est clairement un levier phare de la planification écologique, parce que c'est vraiment un levier en fait, qui nous permet d'agir à la source. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment réduire la consommation de matière, avoir une consommation beaucoup plus efficace des matières pour la consommation finale des Français. Donc, c'est-à-dire pour nous, plus de réemploi, ça doit vouloir dire moins de produits neufs, et vraiment avoir moins de matière, moins de consommation de matière, moins d'émissions moins d'empreintes carbone, moins d'énergie et surtout aussi réduire la production de déchets. Donc pour nous, le réemploi, c'est ça. Ça doit vraiment se permettre d'avoir cette réduction de la consommation de matière. Mais il faut être aussi très exigeant aussi avec le réemploi, c'est-à-dire qu'il faut aussi s'assurer que quand on parle par exemple d'emballage réemployable ou colis réemployable, c'est de s'assurer que ce soit bien réemployé et réemployé, que ce soit vraiment réemployé. On parle bien de quelque chose qui soit robuste et qui soit vraiment à usage multiple, je pense notamment pour le secteur des emballages. Et puis, la planification écologique, pourquoi on a intégré l'économie circulaire ? C'est que l'économie circulaire, si elle n'est pas planifiée, elle peut aussi engendrer des effets rebonds. On parle de réemploi, mais moi, si je parle de réemploi et qu'en parallèle, on vous incite à consommer plus, en fait, l'effet sur l'environnement, le bénéfice environnemental, il y a une vraie perte qu'on peut constater. Donc l'objectif, c'est de planifier et c'est de se dire surtout que cette planification écologique, en fait, elle a surtout tous nous inviter à avoir une pensée vraiment de sobriété dans son ensemble. Et du coup, cette planification,
quels sont les outils que tu utilises? Quels sont les outils pour penser, déployer, je sais pas, semer des graines pour que les choses arrivent dans le futur? Ouais, c'est ça. En fait, l'objectif, c'est autant d'agir sur les modes de production que sur les modes de consommation. Et l'objectif, c'est vraiment de se dire de déployer le maximum de leviers en fait, qui sont accessibles en fait, pour l'État, mais aussi après pour tous les différents acteurs. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de développer déjà un cadre économique, un cadre incitatif. Si on veut aller vers plus de réemploi, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on arrive à inciter les producteurs à aller vers ce modèle économique. Et d'avoir vraiment un cadre incitatif pour essayer vraiment de dire l'usage unique. Il faut vraiment quelque chose de compétitif et quelque chose d'incitatif pour aller contre l'usage unique et aller vraiment vers plus de réemploi. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on prend vraiment quelque chose en compte et qu'on a aussi un sujet qui est le soutien économique de ces modèles économiques. Et ça, c'est aussi nous de s'assurer, en tout cas de pousser, comme tu dis, de mettre des graines pour que aussi les soutiens financiers, en fait, ils soient aussi adaptés au réemploi. Aujourd'hui, on voit bien que les soutiens financiers, ils sont surtout liés à l'usage unique ou encore à l'usage du recyclage. Et nous, notre but, c'est vraiment d'aller de plus en plus et d'avoir ces modèles économiques qu'on arrive à soutenir, qu'on arrive à accompagner et que ce soit vraiment quelque chose, un accompagnement et un soutien qui soit adapté à ce modèle économique du réemploi. C'est vrai. Et aussi, on a tout ce qui va être, comme je dis, on va essayer de modifier les modèles de production, mais aussi de faire évoluer les modèles de consommation. Et là, on a un vrai sujet qui est vraiment sur l'accompagnement du changement des comportements. Et en tout cas, que ce soit vraiment... Et ça, c'est du temps long, en fait. On ne modifie pas comme ça les changements, on ne modifie pas comme ça à court terme les habitudes. Et si on veut que ce soit vraiment quelque chose qui soit ancré, c'est vraiment sur le temps long. Et là, c'est vraiment sur l'accompagnement du changement aussi des habitudes des consommateurs tant que des producteurs. Il y a un sujet en particulier, il y a une transformation de nos habitudes dont on a envie de parler ensemble. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, parler de réparation? Alors, il y a une chose alors nous, évidemment, on pousse vraiment beaucoup à la sobriété, mais c'est aussi qu'on dit... il faut aussi aller vraiment agir à la source et aussi allonger la durée de vie. Pour nous, il y a quelque chose qui est aussi prioritaire comme le réemploi, c'est la réparation. Et ça, c'est vraiment un sujet et une politique que l'on pousse énormément et qu'on essaie vraiment de faire pousser au sein des différents acteurs. Et c'est de se dire, et notamment, on parlait avec les éco-organismes, mais aussi on parle du bonus réparation qui sont aussi mis en place dans certaines filières REP. Et l'objectif, c'est aussi de se dire comment on fait pour essayer en tout cas à faire intégrer cette habitude en fait de prolongement de la durée de vie de l'objet. Et ça pour nous c'est vraiment un sujet de comment on fait aussi pour aller vers la réparation, que ce soit quelque chose qui soit simple, qui soit économique et qui soit visible. Et comme vous parlez des colis réemployés, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi qu'on mette toutes ces synergies et qu'on se dise pourquoi pas, on ne pourrait pas aller plus loin sur le C2B en disant mais pourquoi pas plus de liens entre les colis réemployés, la réparation, les réparateurs, les reconditionneurs. Vraiment d'avoir cette synergie entre ces différentes logiques et écosystèmes et qui serait quand même très très intéressant à mettre en place, que nous c'est vraiment l'allongement, vous avez compris, on réduit la consommation de matière et on allonge la durée de vie des objets et nous c'est vraiment ce que l'on pousse. Merci beaucoup. Lucille, alors première chose, merci beaucoup d'être là avec nous. Tu as remplacé Adèle qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, donc merci beaucoup. Avec plaisir. Toi aussi, dans ton métier, tu t'intéresses au changement d'habitude de consommation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la mission de Refashion? Qu'est-ce que tu fais toi pour Refashion? Très bien. Bonjour à toutes et tous. Refashion, c'est l'éco-organisme de la filière TLC pour textile, linge de maison et chaussures. Et à l'instar de l'éco, Refashion a pour mission de faire la prévention et la gestion des déchets en fin de vie. Mon rôle chez Refashion, je suis responsable de l'éco-conception, donc moi j'interviens plutôt dans la prévention. Donc j'incite les marques à concevoir des produits mieux ou disons moins impactants pour l'environnement dès le départ. Je les embarque dans des projets de R&D, d'innovation pour le recyclage par exemple, et des projets d'incorporation de matières recyclées. Ça c'est ce que je fais, mais Refashion a beaucoup de missions, et notamment la mission d'inciter à la réparation, avec plusieurs possibilités, en B2C notamment via le fonds réparation, qui a permis le lancement du bonus réparation en novembre 2023, mais aussi en B2B grâce au fonds réemploi qui permet de financer des projets de reconditionnement pour booster et développer la seconde main. L'idée, c'est qu'à terme, on ait des hubs de massification et de reconditionnement pour proposer une offre de seconde main qui soit non seulement désirable, mais aussi
en compétition, je cherche le mot, enfin avec l'œuvre qui fasse une bonne concurrence au neuf, pardon. Donc ça, c'est d'un point de vue vraiment business model. Mais ReFashion a aussi pour mission de sensibiliser le citoyen et le consommateur. Je rejoins Lohengrin sur le fait que la seconde main doit aussi venir en substitution du neuf, parce que si la seconde main vient en plus, on ne réduira pas l'impact environnemental de la filière. Donc c'est très important aussi de sensibiliser le citoyen à des nouveaux modes de consommation. Quels outils de sensibilisation, du coup, tu mets en place ReFashion? Alors, on a par exemple des émissions sur M6, on a plein de... voilà, on a des émissions destination du grand public à la télévision, on a aussi des actions pour les plus jeunes sur des territoires, etc., par exemple. Très bien. En tout cas, on peut dire qu'il y a un secteur qui a bien vu le C2C s'envoler, c'est bien le textile. Je pense que c'est devenu une expérience commune pour nous tous de chercher à trouver un colis pour envoyer les choses, mais c'est aussi un frein. On n'a pas tous l'âme de la vente sur Internet, on n'a pas tous cette fibre de marchand. Je vois Benoît n'est pas d'accord avec ça, mais on n'a pas tous cette âme-là. Est-ce que ça existe du C2B dans le textile? Oui, ça existe. Il y a des entreprises qui se sont lancées sur ce créneau-là. Par exemple, Percentil, qui est une entreprise espagnole qui propose de tout simplement mettre dans un grand sac et de leur renvoyer des vêtements qui sont encore en bon état. Et c'est eux qui vont se charger de trier et de revendre. Ça, c'est une proposition qui existe. Et une entreprise française qui s'appelle Russ, qui propose, elle, carrément d'envoyer à votre domicile quelqu'un qui va venir faire le tri dans votre placard, de voir ce qui a de la valeur, ce qui en a moins. Et cette personne-là va repartir avec les produits et s'occuper de tout ce qui est prise de photos, créer la fiche produit, s'occuper du colis, des livraisons, toute cette gestion-là. Donc oui, s'il y en a qui ne savent pas faire, qui ne connaissent pas la valeur des vêtements, oui, c'est possible, il y a des entreprises qui le font pour vous. Mais pour le coup, il n'y a pas d'emballage. Donc si je reviens sur le centre de cette conversation, est-ce que tu connais ce modèle aussi utilisé avec des emballages de retour? Alors, on en est aux prémices. Il y a des entreprises qui testent. On est vraiment au tout début. C'est le cas de Zara, par exemple, qui vend des produits, par exemple, en e-commerce et qui propose, avec l'emballage qui a servi à la vente de produits, et ben dans ce même emballage, de renvoyer des produits dont on n'a plus l'usage. Et pour le coup, là, ce qui est proposé, c'est de mettre tout ce dont on n'a plus l'usage, que ce soit en bon ou en mauvais état. Donc voilà, on en est vraiment aux prémices. On est aux prémices et ce que tu viens de dire, cette phrase, elle est importante, que ce soit en bon ou en mauvais état, est très important. Je pense que c'est quelque chose qui m'a passionné, moi, dans la conversation qu'on a pu avoir dans la préparation de l'entretien. C'est quelle est la différence avec les déchets électroniques, enfin, les électroniques et l'électroménager? Qu'est-ce qui fait vraiment la difficulté avec les vêtements? La vraie différence, c'est la valeur intrinsèque du produit au départ. Le prix moyen d'un vêtement vendu en France, c'est 10 €. Je pense qu'on n'est pas sur le même prix pour les produits électriques et électroniques. Et donc, il faut savoir que ce que nous on appelle la crème, donc vraiment les produits de très bonne qualité, tout ce qui est de luxe ou haut de gamme, part directement en fait en C2C, donc sur Vinted, etc. Donc ça échappe au C2B par exemple. Et donc, en fait, tout ça se bute au business model qui est pas encore, on n'a pas encore trouvé comment craquer ce problème-là de valeur en fait. Merci beaucoup. Donc on comprend très bien effectivement qu'il y a une grosse différence, et vous êtes assis de l'un côté de l'autre, Benoît et Lucille. On est sur des modèles différents avec des valeurs résiduelles d'objets qui sont très différentes. Et la proposition qu'on a pu avoir ici avec Patrick, c'est de se dire, mais dans le fond, si on a des retours colis de type de Sodripack qui existent, comment est-ce qu'on peut mutualiser cette logistique, le reverse logistique? Du coup, peut-être une question pour toi, Benoît. Est-ce qu'il y a un exemple le plus proche que tu connaisses d'une situation comme telle où on pourrait utiliser une reverse logistique qui soit partagée et mutualisée entre différents acteurs? Oui, l'enjeu de la collecte, c'est l'investissement, c'est le coût, c'est ce que tu disais, et combien on gagne sur le produit. Et face d'ailleurs à l'arrivée massive de produits moins chers qui viennent d'ailleurs souvent d'Asie, qui fait que ça concurrence les acteurs locaux, et du coup ça nous empêche d'investir dans les cartons et de l'emballage comme Repack, qui coûte quand même un peu plus cher qu'un simple carton. Et je m'en excuse, on n'a pas parlé de prix, mais là on parle de quelques centimes. Et là sur Repack, on est sur des coûts un peu plus importants à chaque transport. Donc du coup, on est sur la question, pour nous, c'est la concurrence.
la concurrence déloyale? Est-ce que tout le monde paye son éco-contribution à l'éco ou Citeo? Est-ce que tout le monde a les moyens et respecte la réglementation? Est-ce que tout le monde fait le jeu de l'éco-conception? Donc nous, tant que les règles ne sont pas égales, et c'est là où on dénonce, nous, en tant que fédération, le fait, et je parle devant Madame la Ministre, et bonjour Madame la Ministre, c'est merci pour la lutte contre la concurrence déloyale. Parce que tant qu'on ne peut pas respecter les mêmes règles, on ne peut pas investir, nous, entreprises françaises, pour pouvoir réemployer des emballages à l'infini quasiment avec des solutions innovantes comme Repack. Donc l'enjeu, c'est mêmes règles, lutter contre la concurrence déloyale et avoir plus de moyens pour investir, nous, en tant qu'entreprise française du reconditionnement. Ok, très bien. Eh ben, je vous remercie. Je vous remercie pour vous aussi, public, pour votre attention. Bon, je vous passe la main parce que comme dire, l'agenda le demande. Merci.